Meori, half a day, and a very warm welcome to this episode of The Pacific Way. My name is Patricia, and we have an exciting program for you today. First, we dive in for sea cucumbers, a delicacy in the Pacific and also a favorite in the Asian markets. Due to exploitation, the sea cucumber is now an endangered species worldwide. The Pacific Community's Protégé project is out to ensure we learn more about this invaluable resource and how we can protect them. Quelque part au large de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, une équipe de plongeurs scrute le fond de la mer à la recherche d'une drôle de petite bête, surnommée parfois l'aspirateur des fonds marins, qui se défend comme Spider-Man en projetant des fils blancs sur ses ennemis, qui respirent par l'anus et qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'écosystème marin. Vous l'avez peut-être deviné, ces plongeurs recherchent des holothuries. On l'appelle aussi concombre de mer ou la bêche de mer. Cuite, salée puis séchée, elle est exportée essentiellement en Asie où c'est l'un des plats de luxe préférés des Chinois. Certains spécimens peuvent y atteindre plusieurs centaines de dollars le kilo. Face à cet engouement, plusieurs espèces d'holothuries sont surexploitées et menacées à l'échelle de la planète. En Nouvelle-Calédonie, la pression est moins forte, mais pour aider à sa préservation, la communauté du Pacifique, la CPS, et son projet Protège ont lancé une étude d'évaluation des stocks naturels, l'une des plus vastes études jamais réalisées sur le territoire calédonien. Débutée en avril 2021, l'étude se déroule sur tout le territoire calédonien, de la Grande Terre aux Loyautés, en passant par les îles du Grand Nord. Plus de 1400 km² à passer au peigne fin. C'est Jean-François Laplante, animateur Protège à l'ADECAL Technopole de Nouvelle-Calédonie, qui supervise ce travail. Les deux objectifs de l'étude de 2021 sont d'avoir, on va dire, une analyse comparative entre, on va dire, l'état des stocks en 2021 et ceux de 2007-2008. À partir des résultats obtenus de l'étude, c'est d'évaluer en quelque sorte l'état des stocks pour éventuellement proposer des quotas pour deux des principales espèces commerciales, donc les espèces à tété, donc tété noire et tété blanche, qui sont, depuis 2020, inscrites sur la liste internationale des espèces, on va dire, en danger, donc la liste CITES. La première étape de cette étude se déroule au siège de la CPS à Nouméa. Il faut former les opérateurs qui vont plonger en mer pour compter les holothuries. Techniciens de pêche ou scientifiques, ils doivent avant tout savoir bien reconnaître les différentes espèces. Pour cela, la CPS a fait appel à un spécialiste mondial des holothuries, Steven Purcell, en visioconférence depuis l'Australie. Je vais juste discuter un petit peu sur les caractéristiques générales des holothuries. Lors de l'échantillonnage, les opérateurs devront identifier toutes les espèces d'holothuries de leur zone de recherche, notamment les deux soumises à des quotas, comme la tété blanche. Principalement, on se trouve cette espèce dans l'eau entre 10 et 50 de mètres de profondeur. Durant 2 heures, ils vont passer en revue une vingtaine d'espèces et jouer un petit quiz pour tester leurs connaissances. Vous pouvez me demander les questions par oui ou par non. Est-ce qu'elle crache du rouge? Non. Est-ce qu'elle se forme en balle ronde quand on la touche ou quand on la stresse? Oui, quand on touche, ça forme une forme de ballon. Est-ce qu'elle a des dents anales coniques? Oui. Vous avez deviné? Bien sûr, c'est Miliaris. Parmi les opérateurs présents à la formation, Billy, technicien de pêche à la province sud. C'est une opération que je n'ai jamais faite. Donc avoir ce genre de formation-là,
ça me permet de mieux comprendre et essayer en tout cas de faire en sorte que le comptage soit homogène, faire ce genre de formation-là pour mieux comprendre ce qu'on va faire. C'est mieux pour, je pense, ça aidera mieux aux analyses. L'opération de comptage sur le terrain va durer près de 6 mois. 9 zones ont été déterminées, dont celle du Grand Sud, entre Lafoa et Moindou. Ce jour-là, c'est à Wano que l'échantillonnage se déroule. Une vingtaine d'opérateurs sont mobilisés, dont Billy, qui avait suivi la formation à la CPS. Les binômes vont se mettre à l'eau. Vous faites 100 mètres, vous comptez les holoturies, donc on les voit depuis le bateau. Hein. Vous allez essentiellement compter des atras, des stichopus éventuellement, et je pense que ce sera tout. Il faut bien connaître vos espèces. Hein. Et une fois que vous avez fini, vous remontez sur le bateau et on fait le débrief. Donc début plongée, on va dire 9h55. Dès que ça passe à 55, je prends la photo et je plonge. C'est bon? C'est bon pour moi? Je veux. Chaque zone est découpée en couloirs de 100 mètres sur 2, des transects. Les opérateurs en parcourent plusieurs par jour et doivent noter toutes les holoturies croisées lors de leur plongée. Ils consignent sur les tablettes l'espèce, la taille et l'habitat dans lequel repose l'holoturie, herbier, sable ou surface corallienne. Elles sont aussi prises en photo. Suite à l'évaluation des stocks de 2007, des mesures réglementaires sont appliquées, taille minimum autorisée à la pêche, surveillance des stocks et permis de collecte. Là, on fait une réévaluation une quinzaine d'années après. Est-ce que les mesures que les provinces ont adoptées entre-temps sont suffisantes? Est-ce qu'il faut les renforcer? Donc là, c'est tout l'enjeu de cette opération d'évaluation de stock, 15 ans après, pour voir un petit peu si le dispositif réglementaire qu'on a mis en place, il est suffisant ou s'il faut l'améliorer. L'évaluation servira notamment à évaluer les quotas d'exportation pour les 2 espèces les plus menacées, les holoturies à tétée noire ou blanche. Pour les quantifier, les opérateurs doivent plonger en bouteille car elles reposent souvent à plus de 50 mètres de profondeur, ici, au large de l'îlot Balabio. Là aussi, elles sont mesurées et photographiées. Pour Antoine Gilbert, l'ingénieur qui dirige les opérations sur le terrain, les enjeux de cette étude sont multiples, mais il y en a un, plus important que tout. Tout ça, finalement, c'est à destination des pêcheurs et des populations. Et donc, on s'inscrit dans une démarche coutumière. Et donc, tout ce qu'on fait, bien sûr, on le fait en partageant et avec l'accord des populations et des tribus et des pêcheurs qui exploitent la ressource, quoi. Donc, il y a les enjeux sociaux, des enjeux de sécurité, des enjeux aussi de délai. Les résultats de l'étude sont attendus à la fin de l'année 2021. Pour garantir une gestion durable de l'activité de pêche de l'holoturie, Protège soutient également un projet novateur d'aquaculture de bêche de mer. Tout commence à Port-Wengi. Dans ces bassins, la société d'élevage aquacole, la SEA, fait grandir des holoturies qui seront ensuite transférées en mer dans les parcs aquacoles de pêcheurs souhaitant commercialiser cette espèce. 7 heures du matin, Hubert, le responsable de la ferme, a déjà les pieds dans l'eau. Dans son filet, des holoturies juvéniles qui ont grandi 6 mois dans les bassins.
Alors là, c'est Holoturia scabra, c'est l'une des espèces à plus forte valeur commerciale sous les eaux tropicales. Alors c'est pas forcément celle qui coûte le plus cher, mais c'est en tout cas celle dont on maîtrise le cycle de reproduction et d'élevage. Ils sont magnifiques, hein. C'est Paul Chabre, chargé de mission aquaculture à la province Nord, qui pilote sur le terrain ce programme protège. Ça fait partie des espèces qui sont fortement sous pression au niveau mondial. Parce que comme je dis, une holoturie elle court toujours moins vite que son pêcheur et qu'elle vit sur les zones de bordure de mangrove, donc dans relativement peu de fond. C'est une holoturie qui est menacée, c'est même une holoturie dont toute la communauté scientifique se pose la question de la faire passer sur l'annexe 2 de la CITES, potentiellement dès l'année prochaine d'ailleurs. La CITES, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Comme pour les holoturies à mamelles noires et blanches, sa pêche pourrait alors être réglementée. Avant d'être commercialisées, ces holoturies vont finir leur croissance dans un parc aquacole à Touault. Impeccable, 2 glacières, 500 individus. Hubert et Paul les stockent dans des glacières pour leur transfert. Une étape délicate. Pour rejoindre la côte Est, Paul doit traverser la chaîne montagneuse avec un objectif, maintenir les glacières entre 16 et 18 degrés. Au-delà de ces températures, les holoturies risquent l'éviscération. Quand elles s'éviscèrent, elles ne meurent pas, mais par contre il va falloir 2 mois à peu près pour qu'elles reconstituent leurs viscères. Et surtout, si les viscères rentrent au contact d'une autre holoturie ou de la même holoturie, les viscères vont brûler la peau de l'holoturie. Et ça, elles supportent très mal d'avoir la moindre petite atteinte sur leur derme, sur leur peau. Et elles ont une très faible capacité de récupération. Donc en fait, elles ne mourraient pas aujourd'hui, mais elles pourraient mourir dans les 15 prochains jours. Le transfert doit donc se faire le plus rapidement pour éviter les pertes. Après 4 heures de route, Paul arrive chez Marie-Renée. On va les mettre à l'ombre, on va les sortir là et puis on va les laisser se réchauffer un tout petit peu. Pêcheuse professionnelle qui va développer le premier parc d'élevage en mer d'holoturies de ce projet. Pas de temps à perdre, les glacières sont immédiatement débarquées en espérant que le trajet n'a occasionné aucune perte importante. Tout est normal. Bon, elles se sont écrasées, hein, c'est normal. Ça, tu peux le retirer. Et quand elles sont éviscérées, tu vois les viscères avec un peu de orange. Donc là, on a 0% d'éviscération, c'est parfait. 60, 64. Marie-Renée pêche depuis 15 ans, poulpe, bossu, carangue ou saumonet. Elle a accepté de participer à ce projet d'aquaculture pour diversifier son activité tout en préservant l'écosystème marin. Elle a un grand rôle aussi dans le milieu marin. Il filtre le lagon, il nettoie tout, quoi. C'est pour ça que je préfère partir sur l'aquaculture que d'aller pêcher ceux qui sont déjà dans le lagon. Je préfère partir sur l'aquaculture. Ça, je peux élever puis pour élever ici que d'aller chercher ceux qui ont déjà leur rôle dans le lagon. Ils ont déjà un travail déjà à faire. C'est aussi une façon de préserver aussi la ressource aussi. Puis que notre récif soit toujours aussi propre aussi. Les 500 premières holoturies juvéniles vont être implantées sur ce platier situé à proximité du dock de pêche de Marie-Renée. Dans un premier temps, elles vont grandir dans ce parc aquacole protégé par des filets pour éviter que les crabes viennent les manger. Donc Marie-Renée, tu rapproches du poteau. En fait, on va tous les larguer dans un rayon de 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres autour du poteau, panier par panier, quoi. Tu prends un des paniers, rapproche-toi du poteau. Il y a un petit peu de courant, donc il y en a qui s'échappent déjà, tu vois, qui sont un peu flottantes. On va mettre quelqu'un à la réception derrière. Tu te rapproches du poteau, voilà, mets-toi un peu en amont finalement, on sera bien. Tu tires le tissu et tu les détaches. Les enfants, j'ai un jeu pour vous. Vous vous mettez là et toutes les holoturies que vous voyez flotter, vous les ramenez par ici.
Les holothuries vont se déposer sur le sable. Au bout de 6 mois, aux environs de 120 grammes, elles seront éparpillées sur le platier et continueront leur croissance jusqu'à 450 grammes. Marie-Renée pourra alors les commercialiser, une espèce à haute valeur qui peut se vendre 15 à 20 000 francs le kilo une fois séchée. L'objectif de l'ensemencement, il est double. Il y a un objectif économique qui est de répondre au projet de Marie-Renée et de faire en sorte que Marie-Renée, d'ici 16 mois, 18 mois, elle ait des individus qui fassent 400 grammes. Pendant ce temps-là, ces individus, ils auront passé un été, voire un début de deuxième été. Et on sait que sur la période chaude, ils vont pouvoir pondre. Et cette ponte, elle peut avoir un objectif environnemental, c'est-à-dire en fait de créer des larves. Ces larves de se disperser sur toute la zone nord, un petit peu sud de Tours en fonction des courants, et puis d'aller réessaimer, d'aller réenrichir des stocks naturels d'holothuries. Dans le cadre de cette action, ce sont près de 10 000 holothuries qui doivent être ensemencées en province nord. Avec ces projets d'aquaculture et d'études d'évaluation du stock en Nouvelle-Calédonie, Protège participe à la préservation de cette ressource tout en soutenant une filière économique. Concernée par les mêmes enjeux, la Polynésie française s'engage elle aussi sur cette même voie. Thank you for joining us today. That's all we have time for, but we leave you with this performance from Aotearoa at the 12th Festival of Pacific Arts in Guam. Don't forget to check out our latest news and videos on the Pacific Community's YouTube channel and the Pacific Way Facebook page. Until next week, ni sa mode, ka kite ano, and goodbye. The first item is normal practice for visitors when we visit a place is to introduce ourselves and who we are and to perform. And we perform an opening item. We call it an entry in English. So that was our entry, and the words are just who we are, where we're from, and we are here and we're great to be here. That's the first item, and it quotes genealogy. So we descend from this person down to us on the stage. We're all related, all the performers are from the same place in Aotearoa, New Zealand, followed by an action song. Just like the entry, the action song is dedicated to one of our ancestors who travelled the Pacific, more specifically from the Cook Islands. So the Cook Islands, we view them as our older brothers, so we sung a song about one of their ancestors, one of our ancestors who travelled the Pacific Ocean, sort of a link to here in Guam. The poi talks about our god of the ocean called Tangaroa, and again linking us still to the Festpak. So everything is all about Festpak, the ocean, the moana, and it was Tangaroa.
We had a few stick games to share our culture, just a few short sticks, long sticks, having fun with each other and with the crowd, and it all helps with dexterity and hand-eye coordination, and followed that by the men's long sticks or long staffs. So the stick games help you for your long staffs for war, but we don't do that anymore or for show.